Scrooge nia respectueusement qu'il eût l'intention de l'offenser, et protesta qu'à aucune époque de sa vie il n'avait volontairement coiffé l'esprit. Puis il osa lui demander quelle besogne l'amenait. « Votre bonheur, dit le fantôme. Scrooge se déclara fort reconnaissant, mais il ne put s'empêcher de penser qu'une nuit de repos non interrompue aurait contribué davantage à atteindre ce but. Il fallait que l'esprit l'eût entendu penser, car il dit immédiatement « Votre conversion, alors. Prenez garde. » Tout en parlant, il étendit sa forte main et le saisit doucement par le bras. « Levez-vous et marchez avec moi. » C'eût été en vain que Scrooge aurait allégué que le temps et l'heure n'étaient pas propices pour une promenade à pied, que son lit était chaud et le thermomètre bien au-dessus de la glace, qu'il était légèrement vêtu, n'ayant que ses pantoufles, sa robe de chambre et son bonnet de nuit, et qu'en même temps, il avait aménagé son rhume. Pas moyen de résister à cette étreinte, quoique aussi douce que celle d'une main de femme. Il se leva, mais s'apercevant que l'esprit se dirigeait vers la fenêtre, il saisit sa robe dans une attitude suppliante. « Je ne suis qu'un mortel, » lui représenta Scrooge, « et par conséquent je pourrais bien tomber. Permettez seulement que ma main vous touche, là, » dit l'esprit, mettant sa main sur le cœur de Scrooge, « et vous serez soutenu dans bien d'autres épreuves encore. » Comme il prononçait ces paroles, ils passèrent à travers la muraille et se trouvèrent sur une route en rase campagne, avec des champs de chaque côté. La ville avait entièrement disparu, on ne pouvait plus en voir le vestige. L'obscurité et le brouillard s'étaient évanouis en même temps, car c'était un jour d'hiver, brillant de clarté, et la neige couvrait la terre. « Bon Dieu !» dit Scrooge, en joignant les mains tandis qu'il promenait ses regards autour de lui. « C'est en ce lieu que j'ai été élevé. C'est ici que j'ai passé mon enfance. » L'esprit le regarda avec bonté. Son doute attouchement, quoiqu'il eût été léger et n'eût duré qu'un instant, avait réveillé la sensibilité du vieillard. Il avait la conscience d'une foule d'odeurs flottant dans l'air, dont chacune était associée avec un millier de pensées, d'espérances, de joies et de préoccupations oubliées depuis longtemps, bien longtemps. « Votre lèvre tremble, dit le fantôme. Et qu'est-ce que vous avez donc là sur la joue ? » « Rien, dit Scrooge tout bas, d'une voix singulièrement émue. « Ce n'est pas la peur qui me creuse les joues, ce n'est rien, c'est seulement une fossette que j'ai là. Menez-moi, je vous prie, où vous voulez. »« Vous vous rappelez le chemin ?» demanda l'esprit. « Me le rappeler ?» s'écria Scrooge avec chaleur. « Je pourrais m'y retrouver les yeux bandés. »« Il est bien étrange alors que vous l'ayez oublié depuis tant d'années, » observa le fantôme. « Avançons. » Ils marchèrent le long de la route, Scrooge reconnaissant chaque porte, chaque poteau, chaque arbre, jusqu'au moment où un petit bourg apparut dans le lointain, avec son pont, son église et sa rivière au cours sinueux. Quelques poneys aux longs crins se montrèrent en ce moment, trottant vers eux, montés par des enfants qui appelaient d'autres enfants juchés dans des carrioles rustiques et des charrettes que conduisaient des fermiers. Tous ces enfants étaient très animés et échangeaient ensemble 1000 cris variés, jusqu'à ce que les vastes campagnes furent si remplies de cette musique joyeuse que l'air mis en vibration riait de l'entendre. « Ce ne sont là que les ombres des choses qui ont été, » dit le spectre. « Elles ne se doutent pas de notre présence. » Les gais voyageurs avancèrent vers eux, et à mesure qu'ils venaient, Scrooge les reconnaissait et appelait chacun d'eux par son nom. Pourquoi était-il réjoui, plus qu'on ne peut dire, de les voir ? Pourquoi son œil, ordinairement sans expression, s'illuminait-il ? Pourquoi son cœur bondissait-il à mesure qu'il passait ? Pourquoi fut-il rempli de bonheur quand il les entendit se souhaiter, l'un à l'autre, un gai Noël, en se séparant au carrefour et au chemin de traverse qui devait les ramener chacun à son logis ? Qu'était un gai Noël pour Scrooge ? Foin du gai Noël. Quel bien lui avait-il jamais fait ? L'école n'est pas encore tout à fait déserte, dit le fantôme. Il y reste encore un enfant solitaire, oublié par ses amis. Scrooge dit qu'il le reconnaissait, et il soupira. Ils quittèrent la grande route pour s'engager dans un chemin creux parfaitement connu de Scrooge, et s'approchèrent bientôt d'une construction en briques d'un rouge sombre, avec un petit dôme surmonté d'une girouette. Sous le toit, une cloche était suspendue.
C'était une maison vaste, mais qui témoignait des vicissitudes de la fortune, car on se servait peu de ses spacieuses dépendances. Les murs étaient humides et couverts de mousse, leurs fenêtres brisées et les portes délabrées. Des poules gloussaient et se pavanaient dans les écuries, les remises et les hangars étaient envahis par l'herbe. À l'intérieur, elle n'avait pas gardé plus de restes de son ancien état, car en entrant dans le sombre vestibule et en jetant un regard à travers les portes ouvertes de plusieurs pièces, ils les trouvèrent pauvrement meublés, froids et solitaires. Il y avait dans l'air une odeur de renfermé. Tout en ce lieu respirait un dénuement glacial qui donnait à penser que ses habitants se levaient souvent avant le jour pour travailler et n'avaient pas trop de quoi manger. Ils allèrent, l'esprit et Scrooge, à travers le vestibule, à une porte située sur le derrière de la maison. Elle s'ouvrit devant eux et laissa voir une longue salle triste et déserte, que rendaient plus désertes encore des rangées de bancs et de pupitres en simple sapin. À l'un de ces pupitres, près d'un faible feu, lisait un enfant demeuré tout seul. Scrooge s'assit sur un banc et pleura, en se reconnaissant lui-même, oublié, délaissé comme il avait coutume de l'être alors. Pas un écho endormi dans la maison, pas un cri des souris se livrant bataille derrière les boiseries, pas un son produit par le jet d'eau à demi gelé, tombant goutte à goutte dans l'arrière-cour, pas un soupir du vent parmi les branches sans feuilles d'un peuplier découragé, pas un battement sourd d'une porte de magasin vide. Non, non, pas le plus léger pétillement du feu qui ne fit sentir au cœur de Scrooge sa douce influence, et ne donna un plus libre cours à ses larmes. L'esprit lui toucha le bras et lui montra l'enfant, cet autre lui-même, attentif à sa lecture. Soudain, un homme vêtu d'un costume étrange, visible comme je vous vois, parut debout derrière la fenêtre, avec une hache attachée à sa ceinture et conduisant par le licou un âne chargé de bois. « Mais c'est Ali Baba !» s'écria Scrooge en extase. « C'est le bon vieil Ali Baba, l'honnête homme. Oui, oui, je le reconnais. C'est un jour de Noël que cet enfant là-bas avait été laissé ici tout seul, et que lui, il vint, pour la première fois, précisément accoutré comme cela. Pauvre enfant. Et Valentin, dit Scrooge, et son coquin de frère, Orson, les voilà aussi. Et quel est son nom à celui-là, qui fut déposé tout endormi presque nu à la porte de Damas? Ne le voyez-vous pas? Et le palefrenier du sultan, renversé sans dessus-dessous par les génies, le voilà la tête en bas. Bon, traitez-le comme il le mérite, j'en suis bien aise. Qu'avait-il besoin d'épouser la princesse? Quelle surprise pour ses confrères de la cité s'ils avaient pu entendre Scrooge dépenser tout ce que sa nature avait d'ardeur et d'énergie à s'extasier sur de tels souvenirs, moitié riant, moitié pleurant, avec un son de voix des plus extraordinaires, et voir l'animation empreinte sur les traits de son visage. « Voilà le perroquet, continua-t-il, le corps vert et la queue jaune, avec une huppe semblable à une laitue sur le haut de la tête. Le voilà. » Pauvre Robinson Crusoe, lui criait-il quand il revint au logis, après avoir fait le tour de l'île en canot. Pauvre Robinson Crusoe. Où avez-vous été, Robinson Crusoe? L'homme croyait rêver, mais non, il ne rêvait pas. C'est le perroquet, vous savez. Voilà vendredi, courant à la petite baie pour sauver sa vie. Allons vite, courage, oup. Puis, passant d'un sujet à un autre avec une rapidité qui n'était point dans son caractère, touché de compassion pour cet autre lui-même qui lisait ses contes. « Pauvre enfant, répéta-t-il, et il se mit encore à pleurer. « Je voudrais, murmura Scrooge en mettant la main dans sa poche et en regardant autour de lui après s'être essuyé les yeux avec sa manche. Mais il est trop tard maintenant. Qu'y a-t-il demanda l'esprit. Rien, dit Scrooge, rien. Je pensais à un enfant qui chantait un Noël hier soir à ma porte. Je voudrais lui avoir donné quelque chose, voilà tout. Le fantôme sourit d'un air pensif, et de la main lui fit signe de se taire en disant « Voyons un autre Noël ». À ces mots, Scrooge vit son autre lui-même déjà grandi, et la salle devint un peu plus sombre, un peu plus sale. Les panneaux s'étaient fendillés, les fenêtres étaient crevassées, des fragments de plâtre étaient tombés du plafond, et les lattes se montraient à découvert. Mais comment tous ces changements à vue se faisaient-ils? Scrooge ne le savait pas plus que vous. Il savait seulement que c'était exact, que tout s'était passé comme cela, qu'il se trouvait là, seul encore, tandis que tous les autres jeunes garçons étaient allés passer les joyeux jours de fête dans leur famille. Maintenant, il ne lisait plus,
mais se promenait de long en large, en proie au désespoir. Scrooge regarda le spectre, puis, avec un triste hochement de tête, jeta du côté de la porte un coup d'œil plein d'anxiété. Elle s'ouvrit, et une petite fille, beaucoup plus jeune que l'écolier, entra comme un trait. Elle passa ses bras autour de son cou et l'embrassa plusieurs fois en lui disant « Cher, cher frère, je suis venue pour vous emmener à la maison, cher frère », disait-elle, en frappant ses petites mains l'une contre l'autre, et toutes courbées en deux à force de rire. « Vous emmenez à la maison, à la maison, à la maison !»« À la maison, petite Fanny ?» répéta l'enfant. « Oui, dit-elle radieuse, à la maison, pour tout de bon, à la maison, pour toujours, toujours. Papa est maintenant si bon, en comparaison de ce qu'il était autrefois, que la maison est comme un paradis. Un de ces soirs, comme j'allais me coucher, il me parla avec une si grande tendresse que je n'ai pas eu peur de lui demander encore une fois si vous ne pourriez pas venir à la maison. Il m'a répondu que oui, que vous le pouviez. Il m'a envoyé avec une voiture pour vous chercher. Vous allez être un homme, ajouta-t-elle en ouvrant de grands yeux. Vous ne reviendrez jamais ici. Mais d'abord, nous allons demeurer ensemble toutes les fêtes de Noël et passer notre temps de la manière la plus joyeuse du monde. Vous êtes une vraie petite femme, petite Fanny, s'écria le jeune garçon. Elle battit les mains et se mit à rire. Ensuite, elle essaya de lui caresser la tête, mais comme elle était trop petite, elle se mit à rire encore et se dressa sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Alors, dans son empressement enfantin, elle commença à l'entraîner vers la porte, et lui, il l'accompagnait, sans regret. D'une voix terrible se fit entendre dans le vestibule. « Descendez la malle de Master Scrooge, allons !» Et en même temps, parut le maître en personne, qui jeta sur le jeune monsieur Scrooge un regard de condescendance farouche, et le plongea dans un trouble affreux en lui secouant la main en signe d'adieu. Il l'introduisit ensuite, ainsi que sa sœur, dans la vieille salle basse, la plus froide qu'on ait jamais vue, véritable cave, où les cartes suspendues aux murailles, les globes célestes et terrestres dans les embrasures des fenêtres, semblaient glacés par le froid. Il leur servit une carafe de vin singulièrement léger et un morceau de gâteau, singulièrement lourd, régalant lui-même de ses friandises le jeune couple, en même temps qu'il envoyait un domestique de chétive apparence pour offrir quelque chose au postillon, qui répondit qu'il remerciait bien monsieur, mais que si c'était le même vin dont il avait déjà goûté auparavant, il aimait mieux ne rien prendre. Pendant ce temps-là, on avait attaché la malle du maître Scrooge sur le haut de la voiture. Les enfants dirent adieu de très grand cœur au maître, et, montant en voiture, ils traversèrent gaiement l'allée du jardin. Les roues rapides faisaient jaillir comme des flots d'écume la neige et le givre qui recouvraient les sombres feuilles des arbres. Quoiqu'ils n'eussent fait que quitter la pension en ce moment, ils se trouvaient déjà dans les rues populeuses d'une ville, où passaient et repassaient des ombres humaines, où des ombres de charrettes et de voitures se disputaient le pavé, où se rencontraient enfin le bruit et l'agitation d'une véritable ville. On voyait assez clairement à l'étalage des boutiques que là aussi on célébrait le retour de Noël, mais c'était le soir, et les rues étaient éclairées. Le spectre s'arrêta à la porte d'un certain magasin et demanda à Scrooge s'il le reconnaissait. « Si je le reconnais, dit Scrooge, n'est-ce pas ici que j'ai fait mon apprentissage ?» Ils entrèrent. À la vue d'un vieux monsieur en perruque galloise, assis derrière un pupitre si élevé que, si le gentleman avait eu 2 pouces de plus, il se serait cogné la tête contre le plafond, Scrooge s'écria en proie à une grande excitation. « Mais c'est le vieux Fezziwig! Dieu le bénisse! C'est Fezziwig, ressuscité !» Le vieux Fezziwig posa sa plume et regarda l'horloge, qui marquait 7 heures. Il se frotta les mains, rajusta son vaste gilet, rit de toutes ses forces, depuis la plante des pieds jusqu'à la pointe des cheveux, et appela d'une voix puissante, sonore, riche, pleine et joviale. « Hola, ho, Ebenezer, Dick !» L'autre Scrooge, devenu maintenant un jeune homme, entra lestement accompagné de son camarade d'apprentissage. « C'est Dick Wilkins, pour sûr, dit Scrooge au fantôme. « Oui, c'est lui, miséricorde, le voilà. Il m'était très attaché, le pauvre Dick. Ce bien cher Dick. »« Allons, allons, mes enfants, s'écria Fezziwig. On ne travaille plus ce soir, c'est la veille de Noël, Dick. C'est Noël, Ebenezer. Vite, mettons les volets, cria le vieux Fezziwig en faisant gaiement claquer ses mains. Allons tôt. Comment? Ce n'est pas encore fait? Vous ne croiriez jamais comment ces 2 gaillards se mirent à l'ouvrage. Ils se précipitèrent dans la rue avec les volets. 1, 2, 3. Les mirent en place. 4, 5, 6.
posèrent les barres et les clavettes, 7, 8, 9, et revinrent avant que vous eussiez pu compter jusqu'à 12, haletant comme des chevaux de course. « Ohé, oh !» s'écria le vieux Fezziwig, descendant de son pupitre avec une merveilleuse agilité. « Débarrassons, mes enfants, et faisons de la place ici. Oh là, Dick, allons, preste, Ebenezer !» Débarrassés, ils auraient même tout déménagé s'il l'avait fallu, sous les yeux du vieux Fezziwig. Ce fut fait en 1 minute. Tout ce qui était transportable fut enlevé comme pour disparaître à tout jamais de la vie publique. Le plancher balayé et arrosé, les lampes apprêtées, un tas de charbon jeté sur le feu, et le magasin devint une salle de bal, aussi commode, aussi chaude, aussi sèche, aussi brillante qu'on pouvait le désirer pour une soirée d'hiver. Vint alors un ménétrier avec son livre de musique. Il monta en haut du grand pupitre, en fit un orchestre et produisit les accords réjouissants comme la colique. Puis entra Madame Fezziwig, un vaste sourire en personne. Puis entrèrent les 3 Miss Fezziwig, radieuses et adorables. Puis entrèrent les 6 jeunes poursuivants dont elle brisait les cœurs. Puis entrèrent tous les jeunes gens et toutes les jeunes filles employées dans le commerce de la maison. Puis entra la servante avec son cousin le boulanger. Puis entra la cuisinière avec l'ami intime de son frère, le marchand de lait. Puis entra le petit apprenti d'en face, soupçonné de ne pas avoir assez de quoi manger chez son maître. Il se cachait derrière la servante du numéro 15, à laquelle sa maîtresse, le fait était prouvé, avait tiré les oreilles. Ils entrèrent tous, l'un après l'autre, quelques-uns d'un air timide, d'autres plus hardiment. Ceux-ci avec grâce, ceux-là avec gaucherie, qui poussant, qui tirant. Enfin, tous entrèrent de façon ou d'autre, n'importe comment. Ils partirent tous, 20 couples à la fois, se tenant par la main et formant une ronde. La moitié se porte en avant, puis revient en arrière. C'est au tour de ceux-ci à se balancer en cadence, c'est au tour de ceux-là à entraîner le mouvement. Puis ils recommencent tous à tourner en rond plusieurs fois, se groupant, se serrant, se poursuivant les uns les autres. Le vieux couple n'est jamais à sa place, et les jeunes couples repartent avec vivacité, quand ils l'ont mis dans l'embarras. Puis, enfin, la chaîne est rompue, et les danseurs se trouvent sans vis-à-vis. Après ce beau résultat, le vieux Fezziwig, frappant des mains pour suspendre la danse, s'écria « C'est bien !» Et le ménétrier plongea son visage échauffé dans un pot de porter, spécialement préparé à cette intention. Mais lorsqu'il réparut, dédaignant le repos, il recommença de plus belle, quoiqu'il n'y eût pas encore de danseurs, comme si l'autre ménétrier avait été reporté chez lui, épuisé, sur un volet de fenêtre, et que ce fut un nouveau musicien qui fut venu le remplacer, résolu à vaincre ou à périr. Il y eut encore des danses et le jeu des gages touchés. Puis encore des danses, un gâteau, du négus, une énorme pièce de rôti froid, une autre de bouilli froid, des pâtés au hachis et de la bière en abondance. Mais le grand effet de la soirée, ce fut après le rôti et le bouilli, quand le ménétrier, un fin matois, remarquez bien, un diable d'homme qui connaissait bien son affaire, ce n'est ni vous ni moi qui aurions pu lui en remontrer, commença à jouer « Sir Robert de Coverley ». Alors s'avança le vieux Fezziwig pour danser avec Madame Fezziwig. Ils se placèrent en tête de la danse, et en voilà de la besogne. 23 ou 24 couples à conduire et des gens avec lesquels il n'y avait pas à badiner, des gens qui voulaient danser et ne savaient ce que c'était que d'aller le pas. Mais quand ils auraient bien été 2 ou 3 fois aussi nombreux, 4 fois même, le vieux Fezziwig aurait été capable de leur tenir tête, Madame Fezziwig pareillement. Quant à elle, c'était sa digne compagne dans toute l'étendue du mot, si ce n'était pas là un assez bel éloge, qu'on m'en fournisse un autre. Je m'en ferais mon profit. Les mollets de Fezziwig étaient positivement comme 2 astres. C'étaient des lunes qui se multipliaient dans toutes les évolutions de la danse. Ils paraissaient, disparaissaient, réparaissaient de plus belle. Et quand le vieux Fezziwig et Madame Fezziwig eurent exécuté toute la danse, avancez, reculez, tenez votre danseuse par la main, balancez, saluez, le tire-bouchon, enfilez l'aiguille et reprenez vos places. Fezziwig faisait des entrechats si lestement qu'il semblait jouer du flageolet avec les jambes, et retombait ensuite en place sur ses pieds droit comme un i. Quand l'horloge sonna 11 heures, ce bal domestique prit fin. Monsieur et Madame Fezziwig allèrent se placer de chaque côté de la porte, et secouant amicalement les mains à chaque personne individuellement, lui aux hommes, elle aux femmes, à mesure que l'on sortait, ils leur souhaitèrent à tous un joyeux Noël.
Lorsqu'il ne resta plus que les deux apprentis, ils leur firent les mêmes adieux. Puis, les voix joyeuses se turent, et les jeunes gens regagnèrent leur allée, placée sous un comptoir de l'arrière-boutique. Pendant tout ce temps, Scrooge s'était agité comme un homme qui aurait perdu l'esprit. Son cœur et son âme avaient pris part à cette scène avec son autre lui-même. Il reconnaissait tout, se rappelait tout, jouissait de tout, et éprouvait la plus étrange agitation. Ce ne fut plus que quand ces brillants visages de son autre lui-même et de Dick eurent disparu à leurs yeux, qu'il se souvint du fantôme, et s'aperçut que ce dernier le considérait très attentivement, tandis que la lumière dont sa tête était surmontée brillait d'une clarté de plus en plus vive. « Il faut bien peu de choses, dit le fantôme, pour inspirer à ces sottes gens tant de reconnaissance. »« Peu de choses, répéta Scrooge. L'esprit lui fit signe d'écouter les deux apprentis qui répandaient leur cœur en louange sur Fezziwig, puis ajouta, lorsqu'il lui obéit, « Et quoi? Valait-il pas grand-chose? Il a dépensé quelques livres sterling de votre argent mortel, 3 ou 4 peut-être. Cela vaut-il la peine de lui donner tant d'éloges? » « Ce n'est pas cela, dit Scrooge, excité par cette remarque, et parlant sans en douter, comme son autre lui-même, et non pas comme le Scrooge d'aujourd'hui. « Ce n'est pas cela, esprit. Fezziwig a le pouvoir de nous rendre heureux ou malheureux, de faire que notre service devienne léger ou pesant, un plaisir ou une peine. Que ce pouvoir consiste en paroles et en regards, en fausses si insignifiantes, si fugitives, qu'il est impossible de les additionner et de les aligner en compte. Eh bien, qu'est-ce que cela fait? Le bonheur qu'il nous donne est tout aussi grand que s'il coûtait une fortune. » Scrooge surprit le regard perçant de l'esprit et s'arrêta. « Qu'est-ce que vous avez » demanda le fantôme. « Rien de particulier, dit Scrooge. »« Vous avez l'air d'avoir quelque chose, insista le spectre. »« Non, dit Scrooge, non. Seulement, j'aimerais pouvoir dire en ce moment un mot ou deux à mon commis. Voilà tout. » Son autre lui-même éteignit les lampes au moment où il exprimait ce désir, et Scrooge et le fantôme se trouvèrent de nouveau côte à côte, en plein air. « Mon temps s'écoule, observa l'esprit. Vite !» Cette parole n'était point adressée à Scrooge ou à quelqu'un qu'il pût voir, mais elle produisit un effet immédiat, car Scrooge se revit encore. Il était plus âgé maintenant, un homme dans la fleur de l'âge. Son visage n'avait point les traits durs et sévères de sa maturité, mais il avait commencé à porter les marques de l'inquiétude et de l'avarice. Il y avait dans son regard une mobilité ardente, avide, inquiète, qui indiquait la passion qui avait pris racine en lui. On devinait déjà de quel côté allait se projeter l'ombre de l'arbre qui commença à grandir. Il n'était pas seul, il se trouvait au contraire à côté d'une belle jeune fille vêtue de deuil, dont les yeux pleins de larmes brillaient à la lumière du spectre de Noël passé. « Peu importe, disait-elle doucement, à vous du moins. Une autre idole a pris ma place, et si elle peut vous réjouir et vous consoler plus tard, comme j'aurais essayé de le faire, je n'ai pas autant de raisons de m'affliger. »« Quelle idole a pris votre place ?» répondit-il. « Le veau d'or. Voilà bien l'impartialité du monde, dit-il. Il n'y a rien qui traite plus durement que la pauvreté. Il n'y a rien qui fasse profession de condamner avec autant de sévérité que la poursuite de la richesse. »« Vous craignez trop l'opinion du monde, répliquait la jeune femme avec douceur. Vous avez sacrifié toutes vos espérances à celle d'échapper un jour à son mépris sordide. J'ai vu vos plus nobles aspirations disparaître une à une, jusqu'à ce que la passion dominante, le lucre, vous ait absorbé. N'ai-je pas raison? »« Eh bien, quoi ?» reprit-il. « Lors même que je serais devenu plus raisonnable en vieillissant, après. Je ne suis pas changé à votre égard. » Elle secoua la tête. « Suis-je changé? Notre engagement est bien ancien. Nous l'avons pris ensemble quand nous étions tous les deux pauvres et contents de notre état, en attendant le jour où nous pourrions améliorer notre fortune en ce monde par notre patiente industrie. Vous avez bien changé. Quand cet engagement fut pris, vous étiez un autre homme. »« J'étais un enfant !» s'écria-t-il avec impatience. « Votre propre conscience vous dit que vous n'étiez point alors ce que vous êtes aujourd'hui. Pour moi, je suis la même. Ce qui pouvait nous promettre le bonheur quand nous n'avions qu'un cœur n'est plus qu'une source de peine depuis que nous en avons deux. Combien de fois et avec quelle amertume j'y ai pensé,
je ne veux pas vous le dire. Il suffit que j'y ai pensé et que je puisse à présent vous rendre votre parole. Ai-je jamais cherché à la reprendre? De bouche, non, jamais. Comment alors? En changeant du tout au tout. Votre humeur n'est plus la même, ni l'atmosphère au milieu de laquelle vous vivez, ni l'espérance qui était le but principal de votre vie. Si cet engagement n'eût jamais existé entre nous, dit la jeune fille, le regardant avec douceur mais avec fermeté. Dites-le-moi, rechercheriez-vous ma main aujourd'hui? Oh non. Il parut prêt à céder, en dépit de lui-même, à cette supposition trop vraisemblable. Cependant, il ne se rendit pas encore. Vous ne le pensez pas, dit-il. Je serais bien heureuse de penser autrement si je le pouvais. Dieu le sait. Pour que je me sois rendue moi-même à une vérité aussi pénible, il faut bien qu'elle ait une force irrésistible. Mais si vous étiez libre aujourd'hui ou demain, comme hier, puis-je croire que vous choisiriez pour femme une fille sans dot? Vous qui, dans vos plus intimes confidences, alors que vous lui ouvriez votre cœur avec le plus d'abandon, ne cessiez de peser toutes choses dans les balances de l'intérêt, et de tout estimer par le profit que vous pouviez en retirer. Ou si venant à oublier un instant, à cause d'elle, les principes qui font votre seule règle de conduite, vous vous arrêtiez à ce choix, ne sais-je donc pas que vous ne tarderiez point à le regretter, et à vous en repentir. J'en suis convaincue. C'est pourquoi je vous rends votre liberté, de grand cœur, à cause même de l'amour que je vous portais autrefois, quand vous étiez si différent de ce que vous êtes aujourd'hui. Ils allaient parler, mais elle continua en détournant les yeux. Peut-être, mais non, disons plutôt, sans aucun doute, la mémoire du passé m'autorise à l'espérer, vous souffrirez de ce parti. Mais encore un peu, bien peu de temps, et vous bannirez avec l'empressement ce souvenir importun comme un rêve inutile et fâcheux, dont vous vous féliciterez d'être délivré. Puisse la nouvelle existence que vous aurez choisie vous rendre heureux. Elle le quitta, et ils se séparèrent. Esprit, dit Scrooge, ne me montrez plus rien, ramenez-moi à la maison. Pourquoi vous plaisez-vous à me tourmenter? Encore une ombre, cria le spectre. Non, plus d'autres, dit Scrooge. Je n'en veux pas voir davantage, ne me montrez plus rien. Mais le fantôme impitoyable l'étreignit entre ses deux bras et le força à considérer la suite des événements. Ils se trouvèrent tout d'un coup transportés dans un autre lieu, où une scène d'un autre genre vint frapper leurs regards. C'était une chambre, ni grande ni belle, mais agréable et commode. Près d'un bon feu d'hiver était assise une belle jeune fille, qui ressemblait tellement à la dernière que Scrooge la prit pour elle, jusqu'à ce qu'il aperçût cette dernière devenue maintenant une grave mère de famille, assise vis-à-vis de sa fille. Le bruit qui se faisait dans cette chambre était assourdissant, car il y avait là plus d'enfants que Scrooge, dans l'agitation extrême de son esprit, ne pouvait compter. Et bien différent de la joyeuse troupe dont parle le poème, au lieu de 40 enfants silencieux, comme s'il n'y en avait eu qu'un seul, chacun d'eux, au contraire, se montrait bruyant et tapageur, comme 40. La conséquence inévitable d'une telle situation était un vacarme dont rien ne saurait donner une idée. Mais personne ne semblait s'en inquiéter. Bien plus, la mère et la fille riaient de tout leur cœur et s'en amusaient beaucoup. Celle-ci, ayant commencé à se mêler à leur jeu, fut aussitôt mis au pillage par ces petits brigands qui la traitèrent sans pitié. Que n'aurais-je pas donné pour être l'un d'eux? Quoique, assurément, je ne me fusse jamais conduit avec tant de rudesse. Oh non, je n'aurais pas voulu, pour tout l'or du monde, avoir emmêlé si rudement, ni tiré avec tant de brutalité ses cheveux si bien peignés. Et quant au charmant petit soulier, je me serais bien gardé de le lui ôter de force. Dieu me bénisse, quand il se serait agi de sauver ma vie. Pour ce qui est de mesurer sa taille en jouant comme il le faisait sans scrupule, ces petits audacieux, je ne l'aurais certainement pas osé non plus. J'aurais craint qu'en punition de ce sacrilège, mon bras ne fût condamné à s'arrondir toujours, sans pouvoir se redresser jamais. Et pourtant, je l'avoue, j'aurais bien voulu toucher ses lèvres, lui adresser des questions, afin qu'elle fût forcée de les ouvrir pour me répondre, fixer mes regards sur les cils de ses yeux baissés, sans la faire rougir, dénouer sa chevelure ondoyante dont une seule boucle eût été pour moi le plus précieux de tous les souvenirs. Bref, j'aurais voulu, je le confesse, qu'il me fût permis de jouir auprès d'elle des privilèges d'un enfant, et cependant demeurer assez homme
pour en apprécier toute la valeur. Mais voilà qu'en ce moment, on entendit frapper à la porte, et il s'ensuivit immédiatement un tel tumulte et une telle confusion que ce groupe, aussi bruyant qu'animé, qui l'entourait, la porta violemment, sans qu'elle pût s'en défendre, la figure riante et les vêtements en désordre, du côté de la porte, au devant du père qui rentrait suivi d'un homme chargé de joujoux et de cadeaux de Noël. Qu'on se figure les cris, les batailles, les assauts livrés aux commissionnaires sans défense. C'est à qui l'escaladora avec des chaises en guise d'échelle, et fouillé dans ses poches, lui arracher les petits paquets enveloppés de papier gris, le saisir par la cravate, se suspendre à son cou, lui distribuer, en signe d'une tendresse que rien ne peut réprimer, force coups de poing dans le dos, force coups de pied dans les os de jambes, et puis quel cri de joie et de bonheur accueille l'ouverture de chaque paquet. Quel effet produit la fâcheuse nouvelle que le marmot ait été pris sur le fait, mettant dans sa bouche une poêle à frire de petit ménage, et qu'il est plus que suspecté d'avoir avalé un dindon en sucre collé sur le plat de bois. Quel immense soulagement de reconnaître que c'est une fausse alarme. Leur joie, leur reconnaissance, leur enthousiasme, tout cela ne saurait se décrire. Enfin, l'heure étant arrivée, peu à peu les enfants, avec leur émotion, sortent du salon, l'un après l'autre, montent l'escalier 4 à 4 jusqu'à leur chambre, située au dernier étage, où ils se couchent et le calme renaît. Alors Scrooge redoubla d'attention quand le maître du logis, sur lequel s'appuyait tendrement sa fille, s'assit entre elle et sa mère au coin du feu. Et quand il vint à penser qu'une autre créature semblable, tout aussi gracieuse, tout aussi belle, aurait pu l'appeler son père et en faire un printemps du triste hiver de sa vie, ses yeux se remplirent de larmes. « Bella, dit le mari se tournant vers sa femme avec un sourire, j'ai vu ce soir un de vos anciens amis. »« Qui donc ?» ?»« Devinez. »« Comment le puis-je ? Ah, mais j'y suis, ajouta-t-elle aussitôt en riant comme lui. C'est monsieur Scrooge. Lui-même. Je passais devant la fenêtre de son comptoir, et comme les volets n'étaient point fermés et qu'il avait de la lumière, je n'ai pu m'empêcher de le voir. Son associé se meurt, dit-on. Il était donc là, seul, comme toujours. Je pense. Tout seul au monde. Esprit, dit Scrooge d'une voix saccadée, éloignez-moi d'ici. Je vous ai prévenu, répondit le fantôme, que je vous montrerai les ombres de ce qui a été. Ne vous en prenez pas à moi si elles sont ce qu'elles sont et non autre chose. Emmenez-moi, s'écria Scrooge, je ne puis supporter davantage ce spectacle. Il se tourna vers l'esprit et voyant qu'il le regardait avec un visage dans lequel, par une singularité étrange, se retrouvaient les traits épars de tous les visages qui les avaient montrés, il se jeta sur lui. « Laissez-moi » s'écria-t-il, « ramenez-moi, cessez de m'obséder !» Dans la lutte, si toutefois c'était une lutte, car le spectre, sans aucune résistance apparente, ne pouvait être ébranlé par aucun effort de son adversaire, Scrooge observa que la lumière de sa tête brillait, de plus en plus éclatante. Rapprochant alors dans son esprit cette circonstance de l'influence que le fantôme exerçait sur lui, il saisit l'épée noire et, par un mouvement soudain, le lui enfonça vivement sur la tête. L'esprit s'affaissa tellement sous ce chapeau fantastique qu'il disparut presque en entier. Mais Scrooge avait beau peser sur lui toutes ses forces, il ne pouvait venir à bout de cacher la lumière qui s'échappait de dessous l'épée noire et rayonnait au-dessus de lui-même. Qui rayonnait autour de lui sur le sol. Il se sentit épuisé, dominé par un irrésistible besoin de dormir. Puis, bientôt, il se trouva dans sa chambre à coucher. Alors il fit un dernier effort pour enfoncer encore davantage l'épée noire de sa main se détendit. Sa main se détendit et il n'eut que le temps de rouler sur son lit avant de tomber dans un sommeil profond. Troisième couplet, le second des trois esprits. Réveillé au milieu d'un ronflement d'une force prodigieuse et s'asseyant sur son lit pour cueillir ses pensées, Scrooge n'eut pas besoin qu'on lui dise que l'horloge allait de nouveau sonner 1 heure. Il sortit de lui-même qu'il reprenait connaissance juste à point nommé pour se mettre en rapport avec le second messager, qui lui serait envoyé par l'intervention de Jacob Marley. Mais trouvant très désagréable le frisson qu'il éprouvait en restant là à se demander lequel de ses rideaux tirerait ce nouveau spectre, il les tira tous les deux de ses propres mains. Puis, se laissant retomber sur son oreiller, il tint l'œil au guet tout autour de son lit, car il désirait affronter bravement l'esprit au moment de son apparition, et n'avait envie ni d'être assailli par surprise, ni de se laisser dominer par une trop vive émotion.
Messieurs les esprits forts, habitués à ne douter de rien, qui se piquent d'être blasés sur tout genre d'émotions et de se trouver à toute heure à la hauteur des circonstances, expriment la vaste étendue de leur courage impassible en face des aventures imprévues. En se déclarant prêt à tout, depuis une partie de croix ou pile jusqu'à une partie d'honneur, c'est ainsi, je crois, qu'on appelle l'homicide. Entre ces deux extrêmes, il se trouve sans aucun doute un champ assez spacieux et une grande variété de sujets. Sans vouloir faire de Scrooge un matamore si farouche, je ne saurais m'empêcher de vous prier de croire qu'il était prêt aussi à défier un nombre presque infini d'apparitions étranges et fantastiques, et à ne se laisser étonner par quoi que ce fût en ce genre, depuis la vue d'un enfant au berceau jusqu'à celle d'un rhinocéros. Mais s'il s'attendait presque à tout, il n'était par le fait nullement préparé à ce qu'il eût rien. Et c'est pourquoi, quand l'horloge vint à sonner 1 heure, et qu'aucun fantôme ne lui apparut, il fut pris d'un frisson violent et se mit à trembler de tous ses membres. 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure se passait, rien ne se montra. Pendant tout ce temps, il demeura étendu sur son lit où se réunissaient, comme en un point central, les rayons d'une lumière rougeâtre qui l'éclaira tout entier quand l'horloge annonça l'heure. Cette lumière toute seule lui causait plus d'alarme qu'une douzaine de spectres, car il ne pouvait en comprendre ni la signification, ni la cause, et parfois il craignait d'être en ce moment un cas intéressant de combustion spontanée, sans avoir au moins la consolation de le savoir. À la fin, cependant, il commença à penser, comme vous et moi l'aurions pensé d'abord, car c'est toujours la personne qui ne se trouve point dans l'embarras, qui sait ce qu'on aurait dû faire alors, et ce qu'elle aurait fait incontestablement. À la fin, dis-je, il commençait à penser que le foyer mystérieux de cette lumière fantastique pourrait être dans la chambre voisine, d'où, en la suivant, pour ainsi dire à la trace, on reconnaissait qu'elle semblait s'échapper. Cette idée s'empara si complètement de son esprit qu'il se leva aussitôt, tout doucement, mit ses pantoufles, et se glissa sans bruit du côté de la porte. Au moment où Scrooge mettait la main sur la serrure, une voix étrange l'appela par son nom, et lui dit d'entrer. Il obéit. C'était bien son salon, il n'y avait pas le moindre doute à cet égard. Mais son salon avait subi une transformation surprenante. Les murs et le plafond étaient si richement décorés de guirlandes de feuillages verdoyants qu'on eût dit un bosquet véritable, dont toutes les branches reluisaient des baies cramoisies. Les feuilles lustrées du houx, du gui et du lierre reflétaient la lumière, comme si on y avait suspendu une infinité de petits miroirs. Dans la cheminée flambait un feu magnifique, tel que ce foyer morne et froid comme la pierre n'en avait jamais connu autant de Scrooge ou de Marley, ni depuis bien des hivers. On voyait, entassés sur le plancher pour former une sorte de trône, des dindes, des oies, du gibier de toute espèce, des volailles grasses, des viandes froides, des cochons de lait, des jambons, des aunes de saucisses, des pâtés de hachis, des puddings, des barils d'huîtres, des marrons rôtis, des pommes vermeilles, des oranges juteuses, des poires succulentes, d'immenses gâteaux des rois et des bols de punch bouillant qui obscurcissaient la chambre de leur délicieuse vapeur. Un joyeux géant, superbe à voir, s'étalait à l'aise sur ce lit de repos. Il portait à la main une torche allumée, dont la forme se rapprochait assez d'une corne d'abondance, et il l'éleva au-dessus de sa tête pour que sa lumière vînt frapper Scrooge, lorsque ce dernier regarda au travers de la porte entrebâillée. « Entrez !» s'écria le fantôme. « Entrez ! N'ayez pas peur de faire plus ample connaissance avec moi, mon ami. » Scrooge entra timidement, inclinant la tête devant l'esprit. Ce n'était plus le Scrooge rechigné d'autrefois, et quoique les yeux du spectre fussent doux et bienveillants, il baissait les siens devant lui. « Je suis l'esprit de Noël présent, dit le fantôme. Regardez-moi. » Scrooge obéit avec respect. Ce Noël-là était vêtu d'une simple robe ou tunique d'un vert foncé, bordée d'une fourrure blanche. Elle retombait si négligemment sur son corps que sa large poitrine demeurait découverte, comme s'il eût dédaigné de chercher à se cacher ou à se garantir par aucun artifice. Ses pieds, qu'on pouvait voir sous les amples plis de cette robe, étaient nus pareillement, et sur sa tête il ne portait pas d'autre coiffure qu'une couronne de houx, semée çà et là de petits glaçons brillants. Les longues boucles de sa chevelure brune flottaient en liberté. Elles étaient aussi libres que sa figure était franche, son œil étincelant, sa main ouverte, sa voix joyeuse, ses manières dépouillées de toute contrainte et son air riant. Un antique fourreau était suspendu à sa ceinture, mais sans épée, et à demi rongé par la rouille. «
Vous n'avez encore jamais vu mon semblable, s'écria l'esprit. Jamais, répondit Scrooge. Est-ce que vous n'avez jamais fait route avec les plus jeunes membres de ma famille? Je veux dire, car je suis très jeune, mes frères aînés de ces dernières années, poursuivit le fantôme. Je ne le crois pas, dit Scrooge, j'ai peur que non. Est-ce que vous avez eu beaucoup de frères, esprit? Plus de 1800, dit le spectre. Une famille terriblement nombreuse, quelle dépense, murmura Scrooge. Le fantôme de Noël présent se leva. Esprit, dit Scrooge avec soumission, conduisez-moi où vous voudrez. Je suis sorti la nuit dernière malgré moi et j'ai reçu une leçon qui commence à porter son fruit. Ce soir, si vous avez quelque chose à m'apprendre, je ne demande pas mieux que d'en faire mon profit. Touchez ma robe. Scrooge obéit et se cramponna à sa robe. Ou, gui, baies, rouge, lierre, dinde, oie, gibier, volaille, jambon, viande, cochon de lait, saucisse, huître, pâté, pudding, fruits et punch, tout s'évanouit à l'instant. La chambre, le feu, la lueur rougeâtre, la nuit disparurent d'eux-mêmes. Ils se trouvèrent dans les rues de la ville le matin de Noël, où les gens, sous l'impression d'un froid un peu vif, faisaient partout un genre de musique quelque peu sauvage, mais avec un entrain dont le bruit n'était pas sans charme, en raclant la neige qui couvrait les trottoirs devant leur maison, ou en la balayant de leur gouttière, d'où elle tombait dans la rue à grande joie des enfants ravis de le voir ainsi rouler en autant de petites avalanches artificielles. Les façades des maisons paraissaient bien noires et les fenêtres encore davantage par le contraste qu'elles offraient avec la nappe de neige unie et blanche qui s'étendait sur les toits, et celle même qui recouvrait la terre, quoiqu'elle fût moins virginale, car la couche supérieure en avait été comme labourée en sillon profond par les roues pesantes des charrettes et des voitures. Ces ornières légères se croisaient et se recroisaient l'une l'autre des milliers de fois au carrefour des principales rues. Ils formaient un labyrinthe inextricable de rigoles entremêlées, à travers la bourbe jaunâtre durcie sur sa surface et l'eau congelée par le froid. Le ciel était sombre, les rues les plus étroites disparaissaient enveloppées dans un épais brouillard qui tombait en verglas et dont les atomes les plus pesants descendaient en une averse de suie. Comme si toutes les cheminées de la Grande-Bretagne avaient pris feu, de concert, et se ramenaient elles-mêmes à cœur joie. Londres ni son climat n'avaient rien de bien agréable. Cependant, on remarquait partout dehors un air d'allégresse, que le plus beau jour et le plus brillant soleil d'été se seraient en vain efforcés d'y répandre. En effet, les hommes qui déblayaient les toits paraissaient joyeux et de bonne humeur. Ils s'appelaient d'une maison à l'autre et de temps en temps échangeaient en plaisantant une boule de neige, projectile assurément plus inoffensif que maintes sarcasmes, riant de tout leur cœur quand elles atteignaient leur but, et de grand cœur aussi quand elles venaient à le manquer. Les boutiques de marchands de volailles étaient encore à moitié ouvertes, celles de fruitiers brillaient de toute leur splendeur. Ici, de gros paniers ronds, au ventre remondi, pleins de superbes marrons s'étalaient sur les portes, comme les larges gilets de ces bons vieux gastronomes s'étalent sur leur abdomen, semblaient prêts à tomber dans la rue, victimes de leur corpulence apoplectique. Là, des oignons d'Espagne rougeâtres, hauts en couleur, aux larges flancs, rappelant par cet embonpoint heureux les moines de leur patrie, et lançant du haut de leur tablette d'agaçantes œillades de jeunes filles qui passaient en jetant un coup d'œil discret sur les branches de gui suspendues en guirlandes. Puis encore des poires, des pommes amoncelées en pyramides appétissantes, des grappes de raisins que les marchands avaient eu l'intention délicate de suspendre aux endroits les plus exposés à la vue, afin que les amateurs se sentissent venir l'eau à la bouche et puissent se rafraîchir gratis en passant. Des tas de noisettes, moussues et brunes, faisaient souvenir par leurs bonnes odeurs d'anciennes promenades dans les bois, où l'on avait le plaisir d'enfoncer jusqu'à la cheville au milieu des feuilles sèches. Des biffines de Norfolk, dotues et brunes, qui faisaient ressortir la teinte dorée des oranges et des citrons, et semblaient se recommander avec instance par leur volume et leur apparence juteuse, pour qu'on les emportât dans des sacs de papier afin de les manger au dessert. Les poissons d'or et d'argent, eux-mêmes exposés dans des bocaux parmi ces fruits de choix, quoique appartenant à une race triste et apathique, paraissaient s'apercevoir, tout poisson qu'ils étaient, qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire, allaient et venaient, ouvrant la bouche, tout autour de leur petit univers, dans un état d'agitation hébétée. Et les épiciers donc? Oh, les épiciers, leur boutique était presque fermée, moins peut-être un volet ou deux demeuraient ouverts, mais que de belles choses se laissaient voir à travers ces étroites lacunes.
Ce n'était pas seulement le son joyeux des balances retombant sur les comptoirs ou le craquement de la ficelle sous les ciseaux qui la sépare vivement de sa bobine pour envelopper les paquets, ni le cliquetis incessant des bottes de fer blanc pour servir le thé ou le moka aux pratiques. Pan, pan sur le comptoir. Paraît, disparaît, elle voltigeait entre les mains des garçons comme les gobelets d'un escamoteur. Ce n'étaient pas seulement les parfums mélangés du thé et du café, si agréables à l'odorat, les raisins secs, si beaux et si abondants, les amandes d'une si éclatante blancheur, les bâtons de cannelle, si longs et si droits, les autres épices délicieuses, les fruits confits si bien glacés et tachetés de sucre candi, que leur vue seule bouleversait les spectateurs les plus indifférents et les faisait sécher d'envie. Ni les figues moites et charnues, ou les pruneaux de Tours ou d'Agen, à la rougeur modeste, au goût acidulé, dans leurs corbeilles richement décorées, ni enfin toutes ces bonnes choses ornées de leur parure de fête. Mais il fallait voir les pratiques si empressées et si avides de réaliser les espérances du jour, qu'elles se bousculaient à la porte, heurtaient violemment l'un contre l'autre leurs paniers à provisions, oubliaient leurs emplettes sur le comptoir, revenaient les chercher en courant, et commettaient mille erreurs semblables de la meilleure humeur du monde, tandis que l'épicier et ses garçons montraient tant de franchise et de rondeur que les cœurs de cuivre poli avec lesquels ils tenaient attachés par derrière leurs serpillères étaient l'image de leur propre cœur exposé au public pour passer une expression générale. De beaux cœurs dorés, des cœurs à prendre, si vous voulez, mesdemoiselles.